Aujourd'hui, l'idée que l'ordre juridique international protège les droits de l'homme est acquise pour les spécialistes du droit international. Pourtant, en 1945 encore, cette idée paraissait utopique, révolutionnaire. L'internationalisation des droits de l'homme a ainsi nécessité une évolution importante de l'ordre juridique international, puisque justement, elle remettait en cause les fondements et les caractéristiques du droit international tel qu'il existait à la première moitié du XXe siècle. Arrêtons-nous donc un instant sur les fondements et les caractéristiques du droit international classique. Les principes que nous allons découvrir ensemble restent pertinents aujourd'hui, mais leur portée a été relativisée justement pour accommoder aussi la protection internationale des droits de l'homme. Le modèle classique de droit international est souvent aussi appelé le modèle westphalien. Un modèle qui vise en premier lieu à assurer la coexistence entre les États. C'est un système qui est axé sur les États. Les États sont tant les auteurs que les destinataires des règles du droit international. En effet, les États régissent le rapport entre eux par des instruments de nature contractuelle, les traités internationaux. Les États sont tant les auteurs que les destinataires de ces traités. Ils sont libres de conclure des traités internationaux en fonction de leurs intérêts nationaux. Les traités ont donc leur source dans la volonté souveraine des États. Cependant, si un État conclut un traité, déclare sa volonté d'être lié par le traité, il est tenu à son respect. Il est à l'image d'un particulier qui conclut un contrat et doit respecter ce contrat face à son partenaire contractuel. En tant qu'auteur et destinataire des règles du droit international, l'État est le seul sujet de l'ordre juridique international, toujours selon la pensée classique. Contrairement au droit national, au droit interne des États, l'individu n'est pas un sujet de l'ordre juridique international. Il s'ensuit que le droit international classique ne peut ni imposer des obligations aux particuliers, ni leur conférer des droits, notamment des droits subjectifs comme les droits de l'homme. Nous voyons donc ici un obstacle fondamental à l'émergence des droits de l'homme au niveau international. Axé sur l'État, l'ordre juridique international connaît un autre principe fondamental, celui de la souveraineté. La souveraineté de l'État a deux corollaires, deux principes qui en découlent. Tout d'abord, le principe de la non-ingérence dans les affaires internes des États. Et d'autre part, le respect du domaine réservé des États. La question de savoir comment un État traite ses ressortissants sur son territoire, une question qui est absolument capitale, qui est au cœur des droits de l'homme, relève justement, selon la pensée classique, du domaine réservé des États. Nous voyons donc que l'internationalisation des droits de l'homme se heurte justement au dogme de la souveraineté des États. Un autre principe important du droit international classique est celui de la réciprocité. Le droit international est conçu comme un ordre juridique qui régit les relations réciproques entre les États. Les États concluent des traités toujours en fonction de leurs intérêts nationaux et il y a donc, on peut dire, un réseau d'obligations, de droits entre les États. Nous pouvons illustrer ce point avec un traité en matière de commerce extérieur. Prenons un traité qui vise à libéraliser les échanges commerciaux entre deux États, appelons-les État A et État B. L'État A une industrie très performante dans le domaine du textile et il veut accéder au marché de l'État B. L'État B, quant à lui, a une économie qui dépend très fortement de la viticulture et des produits viticoles. Il a donc aussi un intérêt à accéder au marché de l'État A. Nous voyons qu'il y a un intérêt réciproque de collaborer. Les deux États concluent donc
un traité international qui vise à libéraliser les échanges commerciaux. Ils abolissent notamment les droits de douane pour les textiles et pour les produits viticoles. Maintenant, que se passe-t-il si un État ne respecte pas le traité? Prenons le cas de figure où l'État A réintroduit les droits de douane pour les produits viticoles. Que va faire l'autre État? Il peut prendre des mesures de rétorsion. Il peut lui-même réintroduire des droits de douane. Très probablement, l'industrie d'exportation dans l'État A se plaindra auprès de son gouvernement et il y aura une incitation pour le gouvernement de l'État A de se conformer de nouveau au traité de commerce. Nous voyons donc que des mesures de rétorsion peuvent être un outil efficace pour que les États se conforment à ce traité régi par la logique de la réciprocité. Cette logique s'applique-t-elle aussi dans le domaine des droits de l'homme? Tel n'est pas le cas. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Tout d'abord, en règle générale, un État n'a pas un intérêt direct, matériel, à ce qu'un autre État respecte les droits de l'homme de ses propres citoyens sur son territoire. En d'autres termes, pour reprendre notre exemple, si l'État A maintenant offre de respecter les droits de l'homme de ses propres citoyens, ce n'est pas une concession intéressante pour que l'État B s'engage à respecter les droits de l'homme de ses propres citoyens sur son territoire. Il y a donc en règle générale peu d'incitation à conclure un traité international qui engage les États à respecter les droits de l'homme. Si un tel traité est néanmoins conclu, nous voyons aussi qu'il y a un problème au niveau de la mise en œuvre. Que se passe-t-il, par exemple, si l'État A décide maintenant de violer les droits de l'homme de ses citoyens? Est-ce que l'État B va réagir? Et si oui, pourrait-on admettre que l'État B maintenant suspend ses engagements contractuels et commence à violer les droits de l'homme de ses propres citoyens? On voit assez facilement que cela irait à l'encontre de l'objet et du but du traité, qui est de protéger la personne humaine, et d'autre part, ce serait une mesure de rétorsion qui serait inefficace. Elle n'inciterait pas l'État A à respecter à nouveau les droits de l'homme de ses propres citoyens. Les traités en matière de droits de l'homme ne sont donc pas régis par le principe de la réciprocité. Les organes de contrôle en matière des droits de l'homme, d'ailleurs, soulignent ce point. Le Comité des droits de l'homme, par exemple, a relevé au sujet des traités en matière des droits de l'homme. Ces instruments ne constituent pas un réseau d'échange d'obligations interétatiques. Ils visent à reconnaître des droits aux individus. Le principe de la réciprocité interétatique ne s'applique pas. Comme les instruments visant à protéger les droits de l'homme n'obéissent pas à la logique de la réciprocité, il faudrait aussi avoir un mécanisme différent de mise en œuvre. En effet, on ne peut pas laisser le respect de ces obligations, de ces traités, aux États seuls. Il faudrait idéalement prévoir une instance internationale de contrôle et conférer aux particuliers, à la personne humaine, la capacité de saisir cette instance internationale. C'est en effet le particulier qui a un intérêt au respect du traité en matière des droits de l'homme et non l'État. Cette solution, cependant, se heurte au principe que nous avons déjà mentionné. C'est un obstacle compte tenu du principe de la souveraineté des États. Et de plus, on s'écarte de la vision selon laquelle c'est l'État seul qui est un sujet de droit international et non le particulier. On comprend donc, compte tenu de ces éléments, en quoi l'internationalisation des droits de l'homme a été un projet révolutionnaire. Il a nécessité une mutation profonde du droit international. Le droit international a dû évoluer d'un ordre juridique axé sur les États vers un ordre juridique qui tient compte des intérêts des particuliers, de la personne humaine, qui protège ses intérêts. Dans la mesure où les traités internationaux en matière des droits de l'homme confèrent des droits aux particuliers,
on voit que la personne humaine est devenue un sujet de droit international, donc aussi quelque chose de radical. La mutation profonde de l'ordre juridique international que j'ai évoquée ne s'est pas faite d'une façon miraculeuse ou soudaine après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu plusieurs précurseurs qui ont préparé le terrain, qui ont facilité l'émergence des droits de l'homme au niveau international.